incontournable dont Olivier ne se lasse pas du charme. Pour en découvrir les moindres secrets, il peut compter sur Amina, guide incollable sur toutes les histoires du village. Et la plus célèbre d'entre elles commence avec un drôle d'objet. Je vois que tu as une barre en fer dans les mains. C'est pas pour me frapper quand même. Mais Non, non, je dis pas trop quand petit. même. Bon, au bout d'un moment, je vais bien finir par te raconter le pourquoi du comment. Donc, Je veux bien. ceci est un maillon Mhm. de la chaîne qui soutient l'étoile D'accord. là-haut, entre les deux Ok. rochers. Tout ce qu'on voit là-haut. Là. Exactement. Cette étoile, les premières traces écrites datent du XIIe siècle. Mhm. En fait, on ne sait pas qui, quand, ni comment, et même pourquoi. On est juste sûr d'une chose, que c'est un ex-voto. Il y a D'accord. plusieurs légendes qui sont contées sur cette étoile. Donc la légende la plus connue, c'est celle d'un fameux chevalier qui serait parti en croisade et qui se serait fait prisonnier. Et du fond de son cachot, il aurait juré qu'en revenant à Moustier, s'il revenait à Moustier, sa terre patrie, il mettrait cette étoile suspendue entre les deux rochers en remerciement. D'accord. 9 siècles plus tard, l'étoile gargantuesque veille toujours sur le ciel de Moustier, continuant d'alimenter bon nombre de légendes. On dit qu'il y a une vingtaine de légendes. Ah oui. Voilà, dites un fameux... Tu les connais toutes? Oui. Pour apercevoir l'étoile de plus près, n'hésitez pas à monter jusqu'à la chapelle Notre-Dame de Beauvoir, à l'origine de la cité. Il vous faudra grimper courageusement ces 262 marches pour l'atteindre. Mais de là-haut, la vue est si belle que vous en oublierez bien vite vos efforts. Restés au bas du village, nos guides portent eux leur attention sur le clocher de l'église, qui n'attire pas moins la curiosité. Notre clocher, il est roman lombard, il fait partie des 3 clochers mouvants qui existent en Europe. Donc, D'accord. Vous le bougez dans le village? Non, Olivier. En fait, on dit que notre clocher se mouve même au branle que la cloche. Donc à chaque fois que la cloche retentissait, le clocher bougeait comme ceci. Et le prieur de l'époque, Jean de Berthet, a décidé de la consolider avec les tirants en fer que tu vois là. Ok, on continue? Allez. Si comme Olivier et Amina, vous arpentez les ruelles pavées de Moustier, un détail présent sur les murs du village n'échappera sans doute pas à votre intérêt. Donc, on est arrivé sur la place Paumée. Je vais te montrer que les noms de rues sont écrits en faïence. Donc, la faïence, tu as dû te poser des Ah questions oui, il y a là-dessus. plein de boutiques ici à Moustier, c'est impressionnant. D'ailleurs, Et oui. pourquoi toute cette faïence? Donc, au XVIIe siècle, tu as un moine venu de Faenza, en Italie, qui donne le secret de la fabrication de la faïence à Pierre Clérici. Celui-ci, c'est le premier potier à avoir reçu le titre de faïencier. Peu à peu, le secret de la fabrication de la faïence se sait au niveau des ateliers de poterie. Et donc, tout le monde fabrique de la faïence à Moustier. Un savoir-faire si précieux que sa notoriété atteindra le royaume de Louis XIV. Il ordonnera lui-même que sa vaisselle d'or et d'argent soit fondue, ne gardant à sa table que la faïence de Moustier. À ce moment-là, il proclame la faïence de Moustier comme étant la plus fine de son royaume. Donc digne Donc, d'être à sa table. Voilà, exactement. D'accord, ça tombe bien parce que moi j'ai rendez-vous avec Anne qui va me faire visiter son atelier de faïencerie. Ah, Donc super. voilà, merci beaucoup pour tes explications. Bon, bah, si ça t'a plu, écoute, je te guide vers l'atelier de Anne. Ok, super, Allez. merci. Si Olivier ne perd pas une minute pour se rendre à l'atelier d'Anne, c'est parce que la faïence est une affaire de famille. Bonjour, bonjour. Bonjour Olivier. Salut Anne. Je viens pour visiter ton atelier. Avec plaisir. Allez, on y va. C'est parti. Ici, chaque main s'affaire avec précision et dextérité depuis maintenant 3 générations. Des secrets de fabrication qu'Olivier va découvrir avec Anne, qui les connaît depuis son enfance. Et tout commence avec un savant mélange à base d'argile et de nombreux ingrédients dont le dosage est tenu secret depuis 70 ans. Donc c'est un mélange, c'est une recette maison que mon père a élaborée. Secret de famille. Secret de famille, voilà. Et on va mélanger tout cela avec de l'eau pour obtenir une terre qu'on appelle de la barbotine. D'accord. Puisqu'après, on va remplir nos moules de cette terre D'accord. liquide, de cette barbotine. Donc tu barbotes dedans depuis que tu es toute petite. Et puis voilà, je suis née dans des pots, pas dans les choux. Ces moules sont le trésor de l'atelier Lallier. Tous façonnés par le père d'Anne, ils peuvent être utilisés jusqu'à 200 fois avant qu'ils ne s'émoussent. Mais celui qu'Anne tient entre ses mains a encore quelques tirages devant lui. Donc on va remplir notre moule de terre qui est liquide. On va le voir qu'elle est vraiment très très fluide, cette matière. Ah oui, c'est On dirait du chocolat fondu. ça.
Donc on remplit le moule jusqu'à ras-bord. Hein. Donc maintenant, c'est la magie du plâtre. On n'a plus rien à faire. Donc lorsqu'on a jugé l'épaisseur arrivée à son terme, on va pouvoir vider tout simplement en retournant le moule. Une fois l'argile versée, il faut à peine 45 minutes à la matière pour épouser les contours du moule, se solidifier et apparaître sous une nouvelle forme. La naissance d'un vase. La naissance d'un vase. Hop, on va le poser là. Tu vois, on se rend compte que c'est encore très malléable là. Si on avait des pressions trop fortes, on abîmerait le profil du vase. Maintenant, on va le laisser sécher à l'air libre pour après enlever les coutures. Et le temps de séchage? Oh, généralement, entre 24 et 48 heures. On va s'en rendre compte du séchage grâce à la couleur. Là, on se rend compte que c'est une couleur très vive, un petit peu couleur tomate. Et après, ça va devenir vieux rose. Et quand les pièces sont vieux rose, on sait qu'elles sont vraiment sèches. C'est à la vue. C'est à la vue. Ensuite, c'est le temps de l'ébarbage. Chaque surplus d'argile est délicatement et patiemment retiré au couteau. Puis, les pièces sont cuites à 1020 degrés pour être solidifiées. Et si 20 heures sont nécessaires au refroidissement, la prochaine étape, l'émaillage, est quant à elle des plus furtives. Il faut faire attention parce que là, c'est rapide. On fait un peu de magie ici. On va tremper nos pièces dans ce bain. Et voilà. On peut constater, elle sort toute blanche, mais surtout, elle est déjà sèche. Ouais, ça sèche super vite. Est-ce que je peux essayer? Avec plaisir. Oui, non. On plonge doucement dans le bain. C'est déjà sec. Ouais, c'est vraiment, ça sèche ultra vite. La porosité, c'est ce qu'on a voulu atteindre. Hein. La cuisson permet la solidité, mais surtout la porosité de la matière. L'argile, très absorbante, permet à l'émail de s'incorporer et de sécher en une fraction de seconde sur ses assiettes. Une étape cruciale qui permettra la décoration des objets. La première faïence de moustier. Oui, mais tu peux pas la poser tout de suite parce que moi j'ai pas fait l'étape, mais toi il va falloir que tu enlèves l'émail qui est sur le pied de la pièce. Ça c'est pour la deuxième cuisson, pour pas qu'après Pour pas que ça reste collé. ça reste collé. Voilà, c'est parfait. Une fois qu'on a émaillé la pièce, on va décorer les objets. Okay. C'est la plus grande partie de notre fabrication et ça se fait là-bas. Si comme Olivier vous passez à l'atelier d'Anne, vous pourrez observer le travail méticuleux des décoratrices qui donne vie à ces motifs réalisés avec passion. Après les décors raffinés de l'atelier de faïence, nous vous proposons de terminer cette balade par un décor d'un tout autre genre, unique en Europe. À 2 pas de Moustier, les gorges du Verdon à la beauté exceptionnelle attirent pas moins de 600 000 amoureux de la nature chaque année. Pourtant, non loin de ce paradis très convoité, dans les basses gorges de Baudinard, il existe un Verdon encore sauvage et discret, préservé des touristes. Des gorges secrètes qu'Olivier va parcourir aujourd'hui en compagnie de Yannick, qui en connaît les moindres recoins. Écoute, moi je viens ici depuis 88, 88. donc c'est un peu mes gorges, c'est chez moi ici. Son charme si particulier, le Verdon le doit en grande partie à la pureté de sa couleur. Ce vert émeraude qui n'existe qu'ici, une teinte étonnante due aux micro-algues et au fluor contenu dans la rivière. Mais pour comprendre l'origine de ce paysage enchanteur vieux de 400 000 ans, il faut faire un sacré bond dans le temps. Alors il faut savoir qu'ici, au départ, on va dire que voilà, il y avait un océan, une mer qui s'appelait la Tétis, donc pas très profonde, une mer chaude. Donc là, il faut s'imaginer, il y a quelques millions d'années, sur la plage, en train de siroter un petit mojito. C'est les tropiques. Et des tropiques à la rivière, il faudra encore attendre le travail des mouvements tectoniques sur ces falaises durant des centaines de millions d'années pour enfin voir naître le Verdon. Ce décor aux couleurs changeantes, les hommes préhistoriques le contemplaient déjà du haut de leur caverne. Donc il y a beaucoup de grottes là. Ouais. Alors par rapport au Verdon, faut savoir qu'entre le barrage de Sainte-Croix et le barrage d'Esmaron, on a une 60aine de sites archéologiques répertoriés. Car ces impressionnantes cavités perchées dans la roche étaient il y a déjà 6000 ans avant notre ère un lieu de vie. D'accord. Et dans cette grotte, on a retrouvé une pierre en obsidienne. Alors, je ne sais pas si tu connais l'obsidienne, c'est une pierre volcanique noire qui vient des îles Lipari, qui est datée à 2005 avant Jésus-Christ.
qui veut dire que déjà, à l'époque, tu vois, il y avait une route commerciale qui faisait venir des objets jusqu'à là. Donc cette grotte, c'est vraiment un condensé de la préhistoire, quoi. Un condensé de préhistoire et d'histoire. Pendant la Seconde Guerre mondiale, les cavités deviennent les cachettes stratégiques des maquisards qui défendent la France jusque dans les gorges. Et un jour, j'ai retrouvé des grenades dans un trou. Ah bah oui. Et les anciens me racontaient qu'à l'époque, ils traversaient et en fait, ils planquaient les grenades dans les trous. Et si jamais ils étaient suivis par les Allemands, bah boum, ils balançaient. En quelques coups de pagaie, changement d'ambiance. Dans le fond des gorges, le paysage prend des allures de jardin suspendu. Dans la dernière partie des gorges de Bodinard, il y a des cascades magnifiques. Petit canyon. Pour moi, c'est vraiment ce qu'il y a de plus beau dans le coin. Et donc là, c'est des sources naturelles? Alors non, pas du tout. On a l'impression que c'est des sources, mais en fait, derrière, on a le lac de Sainte-Croix, qui est le plus grand des lacs du Verdon, le deuxième de France, qui pousse sur un massif calcaire qui est fissuré de partout. Donc tout ça, c'est des résurgences, c'est des fuites. D'accord, c'est des résurgences du lac de Sainte-Croix. Donc si tu veux, ici, tout l'écosystème a changé depuis qu'il y a les barrages. Le barrage Sainte-Croix qui date des années 70. Et si tu veux, ensuite, ben voilà, ça s'est mis à couler. Ça passe à travers les failles. Et donc du coup, tu as toutes les fougères, les mousses, fougères capillaires, les mousses qui se sont installées. Et donc c'est vraiment exceptionnel. En fait, c'est un mélange entre la végétation liée à l'eau, comme les fougères, les mousses, et tout ce qui est végétation méditerranéenne au-dessus. Ouais, voilà, parce qu'on est entre le Haut-Var et les Présalpes. Donc du coup, on a un peu des deux. On a du chêne vert, on a du chêne blanc, on a du hêtre. Et après, tu vois, ici, on a des filaires, on a des figuiers, on a vraiment beaucoup d'espèces. Ah oui, ce qui fait que c'est pas mal. C'est assez conséquent, ouais. Ouais. Il faudrait du temps à Yannick pour toutes les énumérer, car dans les gorges du Verdon, la flore est reine. Plus de 2000 espèces de plantes poussent avec bonheur sur la roche.